Nous allons donc procéder au jeu des questions et des réponses. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez une première question peut-être à poser? Et puis j'invite mes collègues à s'inscrire. Voilà, merci. Vas-y, monsieur le rapporteur. Merci, mesdames, pour vos exposés qui nous éclairent, bien sûr. J'ai fait parvenir un certain nombre de questions que vous allez faire un retour, mais oui. Néanmoins, je voudrais que vous puissiez nous apporter vos précisions. Déjà, c'est vrai que la première question, c'est la parole de l'enfant. C'est selon vous, comment doit-on appréhender pour que cette parole soit réellement prise en compte? Deuxièmement, cela concerne l'expertise. L'expertise, c'est une question aussi que nous avons posée hier au juge. Quelles sont les références et les critères qui... C'est le juge Durand dont le parle juge le rapporteur. Durand, qui, pour pouvoir répondre à ces expertises. Et une troisième question, c'est, selon vous, en tant que spécialiste, évidemment, vous intervenez, mais avec d'autres acteurs, à la base, comment faire pour protéger l'enfant à partir de cette réalité, de ce déni qu'est l'inceste? Qu'est-ce que, pour vous, en tant que spécialiste, vous pouvez nous orienter et nous dire pour protéger l'enfant de l'inceste parental? Ça, c'est cette protection, alors, d'autant plus que l'enfant est censé être dans un milieu où il est protégé, normalement, par ses parents. Et donc, ma question, évidemment, soulève l'ensemble des acteurs. Mais c'est une question fondamentale. Comment protéger l'enfant de l'inceste parental? Si nous avons bien compris, c'est empêcher que l'acte incestueux n'arrive dans la famille. Donc, c'est en amont, bien évidemment, de tout ce qui sera traitement judiciaire. C'est bien ça, monsieur le rapporteur. Merci. Qui souhaite répondre? Peut-être toutes les deux? Qui souhaite commencer? C'est une vraie question. Difficile d'y répondre de façon simple. Comment empêcher l'inceste? L'inceste, c'est structurel dans les sociétés. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça par hasard. Ça nécessiterait déjà, dans l'éducation des enfants au quotidien, de rappeler, pour ces enfants qui vont devenir des parents, qu'on respecte le corps de l'autre, qu'on respecte l'intimité et que le corps de l'autre n'appartient pas à qui que ce soit. Si on pouvait déjà transmettre ça à nos enfants qui deviennent des adultes, ça permettrait peut-être de limiter un certain type de passage à l'acte incestueux sur le corps des enfants. Prévenir l'inceste, ça nécessite aussi d'être en capacité de savoir que ça existe, pas uniquement sur des plateaux télé, de savoir que c'est une réalité structurelle et les pères incestueux, les mères plus rarement, mais les pères sont plus rares, mais les pères, c'est monsieur tout le monde. C'est pas le patibulaire qui va être effrayant, c'est dans tous les milieux, des personnes qui sont en apparence comme monsieur, madame, tout le monde, et qui vont agir sur le corps de l'enfant une domination. La logique du parent incestueux, c'est que le corps de l'enfant, lui, appartient. Il y a une violence coercitive sur le corps de l'enfant. Et le corps de l'enfant lui appartient. L'enfant est réduit à un objet de jouissance. Donc, quand un parent est mis en cause, pour les rares qui sont mis en cause dans les cas d'inceste, les psychothérapeutes qui les prennent en charge savent à quel point c'est compliqué. C'est pas une maladie, c'est pas un médicament qui va faire en sorte que toute cette personnalité, ce mode de fonctionnement s'arrête. C'est extrêmement compliqué, mais avant d'en arriver là, il faudrait déjà que socialement, on reconnaisse que l'inceste existe. Et on voit bien que face aux parents protecteurs, il y a un véritable déni. C'est-à-dire que quand le parent protecteur, et on vous l'a dit, c'est très rare, 8% des cas, protège son enfant, qui n'est pas cru, pas entendu,
ben, il faudrait déjà que socialement, on puisse le reconnaître. Si socialement, on ne reconnaît pas l'inceste, comment voulez-vous que l'inceste cesse ? Toutes ces modalités, j'ai parlé de la do-do list qu'ont certains avocats et qu'on voit dans les procédures. Et moi, je suis chercheur et je vois aussi dans les travaux de recherche que l'on fait, c'est exactement ça. Toutes ces notions néoconcepts qui sont utilisées servent à protéger les pédocriminels, servent à protéger les pères incestueux. Donc, tant que des magistrats, tant que des professionnels de la protection de l'enfance diront « Ah là là, il y a une aliénation parentale, maternelle. Ah là là, la mère, elle est trop fusionnelle, probablement qu'elle induit les troubles. » Comment voulez-vous qu'on pense l'inceste ? Qu'on pense que ça existe et qu'on protège les enfants. Ça participe, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est probablement pas langue de bois, mais c'est pas non plus ce qui me caractérise, ça participe à renforcer les dynamiques incestueuses. Les textes tels qu'ils existent actuellement en protection de l'enfance facilitent, favorisent les passages à l'acte incestueux, plus qu'ils ne protègent l'enfant. C'est une réalité avec cette idéologie, sacralisation de la coparentalité quand il y a de l'inceste. Donc ça nécessiterait déjà de ne pas mettre en place des dispositifs qui vont faciliter ces agirs-là. Ça nécessiterait de former les professionnels. Un enfant victime d'inceste parle extrêmement rarement, 8% des cas. Il est protégé extrêmement rarement. Donc si on veut que ça cesse, il faut déjà entendre l'enfant, pas que la parole, le comportement. Moi, je m'occupe beaucoup de bébés abusés et il y a un véritable souci pour les protocoles niche d'évaluation, les protocoles SVA pour les évaluations aussi de l'authenticité, de la crédibilité de la parole de l'enfant, c'est que l'enfant, quand il parle pas, comment on évalue ? Moi, j'ai beaucoup de petits patients, l'audition, ça a été 2 minutes. Mais je suis expert, on peut évaluer des choses dans le comportement de l'enfant. On a trop souvent des experts qui sont nommés, il y aura la commission demain, donc je ne vais pas empiéter sur mes collègues, qui sont désignés, qui n'ont jamais eu la moindre pratique thérapeutique auprès d'enfants. Ils ne connaissent rien aux troubles spécifiques, évocateurs non spécifiques de l'enfant. On leur demande d'évaluer des enfants victimes. Ils vont voir l'enfant peut-être 3-4 minutes. On a des expertises, c'est 5 minutes, c'est 4 lignes. Le magistrat qui a ça, il devrait considérer que c'est irrecevable l'expertise. Donc déjà, de ne pas désigner des experts qui n'ont pas la pratique psychothérapeutique auprès d'enfants, qui sont aussi formés à l'expertise, ça c'est aussi un autre enjeu, déjà de solliciter des professionnels qui savent ce que c'est et qui peuvent repérer. Un des véritables problèmes qui peuvent conduire à ne pas protéger l'enfant, c'est ce déni sociétal par rapport à ce qu'est l'inceste et cet inversement des culpabilités. Alors, je donnerai, vous en avez parlé en introduction, un exemple très rapide qui est le mien. Moi, j'ai été victime d'un couple pédocriminel qui était protégé par la paroisse de Créteil. De mes 5 à mes 9 ans, j'ai été violée extrêmement régulièrement par ce couple auquel mes parents m'avaient confié. Mon enfance, ça a été un désastre absolu, ça a été un environnement pas du tout protecteur psychiquement. Et comme beaucoup d'enfants qui ont été victimes, je me suis mise avec un homme pervers, particulièrement pervers. Les violences ont été de toutes sortes, qualifiées d'actes de barbarie par les experts. Et on a eu 2 enfants. J'ai été sortie de mon domicile par les forces de l'ordre avec ma petite fille qui avait 6 mois, mon petit garçon qui avait 3 ans. Embarqué par les faits, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée avec mes enfants, hébergée par mes parents dans le contexte qui n'était pas simple. Et mes enfants ont tout subi, des violences de toutes sortes. Il a fallu 51 signalements de professionnels pour que mes enfants soient enfin protégés. Il a fallu 10 ans de procédure, de violences judiciaires, dans des décisions hallucinantes. Il y a des magistrats qui ont protégé, il y en a qui ont sacrifié les enfants. 400 000 € de frais d'avocat, parce que les mères protectrices, on n'a plus de vie, on n'a plus de santé, on n'a plus de vie, on n'a plus de quotidien, et au niveau des sous, on est ruiné. Très clairement, il faut aussi avoir notion de ça. Les mères protectrices ou parents protecteurs, c'est pas du plaisir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Cette attaque du lien filial avec les enfants, la mère est traitée de tous les noms, etc. Je vous donnerai un exemple pour vous montrer comment ça peut s'inverser. Régulièrement, mes enfants revenaient avec des traces des violences, etc. J'allais, à l'hôpital. Je n'allais plus au commissariat parce qu'un OPJ m'avait dit « Mais Madame Romano, ça sert plus à rien de venir. On a des consignes du parquet pour plus prendre vos plaintes. » Ok, moi, c'était les soins, que les soins. Un vendredi soir, mon fils qui était en CE2 est massacré, c'est les termes que j'aurai après, par le père à la sortie. Le père venait le chercher à la sortie de l'école avec sa petite sœur. Il est massacré parce qu'il ne veut pas rentrer dans la voiture.
La directrice. Quand vous dites massacrer, c'est le terme utilisé de violence physique. Mais pour que, voilà, c'est ça. C'est des violences physiques. Il reçoit des coups. Voilà, il reçoit des coups, mais c'était tellement violent, que la directrice de l'école qui fait un signalement au procureur dit qu'il est massacré. Il y a une intervention aussi des parents qui étaient là, qui appellent le 119. Donc il y aura 4 signalements 119, le signalement auprès du parquet. Ce soir-là, je ne le sais pas, je suis en déplacement professionnel. On est le vendredi, je récupère mes enfants le dimanche, une fois de plus, avec des traces épouvantables. On termine aux urgences. Et le lundi, je suis convoquée. Appel à 15h par la brigade des mineurs de Créteil qui me dit voilà, vous êtes convoqué à 17h. Quand j'arrive à 17h, on va me dire, et les règles de la procédure n'ont pas du tout été respectées, que je suis mise en garde à vue. On me dit pas au début pourquoi. Je vais être mise intégralement nue, totalement nue, avec 2 policières qui dans une vie antérieure ont dû être capots sous la nazie, avec des humiliations, une violence indescriptible. On me dit pas pourquoi je suis en garde à vue. Je vais avoir la photo, les empreintes, tout le bazar. Et je vais me retrouver aller-retour dans la salle de garde à vue et des 2 officiers judiciaires qui finissent par me dire « Mais madame, vous êtes en garde à vue pour dénonciation de délit imaginaire. Vous avez poussé votre fils à être insupportable et s'il a été frappé par son père, c'est de votre faute. Le père ne sera jamais auditionné. Mon fils a mis un trauma crânien, un de plus. » Les violences policières, elles existent aussi pour les mères protectrices. Moi, ce sont des violences sexuelles. J'ai mis 10 ans à mettre le mot violence sexuelle. J'ai saisi la Commission nationale de déontologie et de sécurité, l'IGPN. J'ai eu 2 rapports qui ont parlé de violences policières et de détournement de procédure. C'est quand même très grave. J'ai porté plainte. Ma plainte a été classée. J'ai saisi le ministère pour avoir le remboursement de mes 6 000 € d'avocat. Pas prise en compte puisque la plainte était classée. Le système, il est là. Autre exemple, et j'en finirai, mais c'est juste pour illustrer, parce que je pense que c'est aussi important, quand on entend ça, on se dit « Non, mais les mères, elles sont un peu cinglées, etc. » Ça arrange tout le monde de dire ça. Mais dans la réalité, on vit des choses de fou. Ma petite fille, trauma crânien, elle a 18 mois, elle a un trauma crânien, le médecin légiste dira embarrure, c'est un enfant qui a été projeté. Le père va dire, elle a 18 mois, elle est au zoo, le doudou, la glace, elle est tombée la tête la première, c'est pour ça qu'elle a une embarrure. Ça ne tient pas, mais la plainte est classée malgré un constat médico-légal. Je ne vais pas présenter le temps de l'audience, le temps de la procédure. Et ça, il faudrait que les mères protectrices ou les pères protectrices qui ne présentent pas, ne soient pas condamnés parce qu'ils n'ont pas présenté le temps de l'audience, le temps de la procédure. On est au commissariat, on nous dit « Ah, vous déposez pas plainte ?» Ben non, des plaintes, j'en ai déposé. On traite de procédurière, j'arrête d'en déposer. « Madame, si vous ne déposez pas plainte, vous êtes complice. » Mais je fais quoi? Ben, vous déposez plainte. Mes enfants, les présentez pas. Vous me faites un petit mot? Il n'y a pas de petit mot, madame. Et après, on est poursuivi. Moi, j'ai été condamnée. J'ai été condamnée au tribunal correctionnel pour 3 non-présentations d'enfants. Et quand je passe au tribunal correctionnel, le père, il est suspendu de ses droits de visite. C'est-à-dire que je n'ai pas présenté 3 fois pendant qu'il y avait la procédure. Il n'a pas été condamné. Il a bénéficié encore une fois des soutiens de ces réseaux d'influence dont on parle. Mais quand je passe devant le tribunal, alors qu'il est suspendu du fait des violences, je suis quand même condamnée pour non-présentation. Comment c'est possible ? Donc c'est un exemple, mais c'est mon exemple et je le donne parce que je sais de quoi je parle. Mais dans ma patientèle, et le docteur Isard en a aussi, on a des dizaines, voire des centaines, enfin peut-être à nous tous, des centaines de mamans, ou de pères, mais plus fréquemment de mères, qui vivent ce même cauchemar. Comment c'est possible ? On protège notre enfant, en tant que son enfant révèle des choses épouvantables, c'est hautement traumatique, ça peut réactiver des choses. On essaie de faire ce qu'on peut. On est essoré psychiquement, physiquement, financièrement. On perd notre boulot. On a beaucoup de difficultés parce qu'il faut être disponible pour aller à l'audition, à l'EM ou ceci, cela. Et le système se retourne contre nous. Donc, entendre l'inceste, entendre ces violences faites aux enfants, c'est aussi comprendre que quand un parent, ils sont rares, essaye de protéger son enfant, on n'a pas le droit de le sacrifier. Merci pour votre témoignage. Je vais rajouter quelques mots. Vous posiez la question, comment protéger l'enfant de l'inceste ? Ça me fait penser à comment on pense l'inceste dans notre société, comment on traite l'inceste dans notre société, comment on prend notre société dans des injonctions paradoxales qui empêchent de penser ces questions-là. La société se structure à partir des lois.
Les lois sont là, les interdits sont posés, mais les lois ne sont pas appliquées. 95% des enfants qui sont victimes d'inceste ne sont pas protégés. Comment la société peut comprendre ce paradoxe? Comment elle peut l'intégrer sans devenir schizophrène? En fait, en procédant ainsi, on empêche la société de reconnaître l'inceste. Tant qu'on est dans ce déni-là, au travers de la non-reconnaissance de ces faits, de la non-reconnaissance de cette réalité, même si on la reconnaît au niveau des chiffres, on ne la reconnaît pas dans la réalité, on ne la reconnaît pas dans un quotidien, on ne la reconnaît pas dans un vécu. Donc on ne peut pas faire avancer la société sur ces questions-là si on n'applique pas les lois et si on ne reconnaît pas la réalité des faits qui se passent, si on ne reconnaît pas ces enfants comme victimes. La condamnation des auteurs, c'est une autre question, mais la reconnaissance des enfants qui sont victimes, c'est par là que notre société va évoluer sur la question de l'inceste. Et ça doit être une priorité. Sur la question des expertises, je sais qu'il y a mes collègues demain qui vont développer ce propos longuement, donc je vais pas vraiment pas m'étaler dessus. Juste ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il me paraît très important que les experts puissent procéder à partir de méthodologies validées, à partir en particulier du SVA, ce qui permet en tout cas dans un certain nombre de situations, de pouvoir dire qu'une déclaration d'enfant est valide, que sa crédibilité de sa déclaration, pas de l'enfant, la crédibilité de sa déclaration est valide. Ça permet de mettre d'accord un peu tout le monde sur ça, au lieu de se renvoyer la balle, parole contre parole, auteur contre victime, enfant contre adulte, où l'enfant est perdant à tous les coups. Voilà. Et donc la nécessité de prendre en compte la parole de l'enfant, mais pas n'importe comment, avec cette méthodologie. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vais proposer donc à mes collègues d'intervenir. On va commencer par la collègue Amiot et ensuite ce sera Madame Hamlet juste après. On va procéder par le biais de questions et de réponses immédiatement pour que ça soit frais pour vous, pour nos intervenantes, et ensuite on continuera avec les autres collègues. Merci. Allez-y, Madame Amiot. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mesdames, de participer à nos travaux et de nous apporter à la fois vos témoignages et expertise. Vous avez évoqué beaucoup de choses extrêmement importantes et j'aimerais commencer par revenir sur l'affaire d'Outreau. Qui on va dire, à travers les mémoires et les médias, a été finalement une inversion quelque part de la culpabilité, puisque ce sont les enfants qui sont devenus les menteurs, les accusateurs, et donc les personnes incriminées, alors même que c'était les victimes, et vous l'avez rappelé. Et quelque part, je me demande si on n'a pas aussi inversé la culpabilité, non pas vis-à-vis de leurs agresseurs, mais vis-à-vis des professionnels qui ont entouré cette affaire. C'est-à-dire, est-ce que les enfants ont été correctement entendus ? Quand je dis correctement, c'est avec méthodologie. Est-ce que les enfants ont été correctement accompagnés par l'ensemble de la chaîne des professionnels qui ont accueilli leurs paroles, qui les ont retranscrites, réutilisées au cours du procès, etc., etc. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et finalement, le fait que le procès en appel ait révélé quelque part, ou du moins ce qu'on a appelé à l'époque un fiasco judiciaire, etc. Est-ce que le fait de s'en prendre aux enfants n'était pas encore une manière de protéger les adultes, y compris ceux qui auraient été normalement là pour les protéger au cours des procès. Ce qui découle du coup à une question suivante sur le fait qu'est-ce qu'il faudrait selon vous justement, en tant que professionnel, avoir systématiquement
comme base de formation et peut-être dans le cadre de l'audition d'enfants victimes, voire d'enfants témoins, qu'est-ce qu'il faudrait absolument retrouver systématiquement? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, un enregistrement audiovisuel systématique, ce genre de choses? Est-ce qu'il faudrait, pareil pour les professionnels, quels sont les professionnels qu'il faudrait former aux méthodes que vous avez utilisées, enfin, vous avez citées, NICHT, SVA, SBCA, etc. Merci de conclure, collègue, parce qu'il nous reste vraiment une demi-heure, même pas, d'audition. Et vous êtes plusieurs à vouloir intervenir. Merci. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre aussi en charge, en termes de psychotrauma, les parents protecteurs? Et enfin... On va peut-être arrêter là pour laisser un petit peu peut-être des questions aux autres et puis le temps aussi que nos experts puissent répondre. Merci. Je suis désolée, c'est frustrant, mais là, il nous reste une vingtaine de minutes. Alors, merci. Allez-y pour répondre. La commission d'enquête étant sur l'inceste parental, ou trop pour le coup, les parents n'étaient pas du tout protecteurs. Mais très brièvement, pour connaître Jean-Luc Viaud et connaître Marie-Christine Grison-Girard, qui a fait un ouvrage remarquable sur le sujet, sur Outreau, la vérité abusée, c'était des experts remarquables, qui avaient une expérience remarquable. Il y a une instrumentalisation de leur travail, c'est tout à fait autre chose, je l'ai dit, avec une mystification orchestrée pour bien marquer quelque chose qui était de empêcher les enfants de parler et faire que 21 ans plus tard, on est toujours avec cette idée que les enfants sont des menteurs. Donc je passerai rapidement sur autre, mais les conséquences, c'est la parole de l'enfant. Et les conséquences, c'est, en effet, en expertise, on devrait avoir des professionnels formés. On l'a dit toutes les deux, je pense que demain, ça vous sera redit. Ça n'est pas normal que les professionnels qui soient mandatés pour des expertises n'aient jamais vu un enfant, ne connaissent pas la clinique du psychotrauma. Dernièrement, il y a une avocate qui a demandé que je sois, moi je suis plus inscrite, mais qui a demandé que je sois réquisitionnée pour une expertise. Et une magistrate a dit non, elle est trop spécialisée. Oui, il faut être spécialisé. On ne se fait pas opérer du cœur par un dermatologue, ou alors on ne va pas très loin. Mais l'enjeu, il est là. Oui, il faut des collèges spécialisés. Il faut probablement aussi mettre en place peut-être des centres sources références d'expertise, avoir une expertise faite. Moi, je suis très favorable à titre personnel à être filmée pendant l'expertise que je réalise auprès des enfants pour qu'on puisse après le reprendre aussi. Donc, ça nécessite d'être formé. Ce que le docteur Izard a dit, il faut des professionnels formés pour l'évaluation. Mais il faut aussi des professionnels formés dans les foyers, à l'école. Je vais intervenir pour la mairie de Paris au mois de mai pour le service de santé scolaire à la mairie de Paris auprès des professionnels dans le contexte que vous connaissez des violences sexuelles pour les former au repérage des troubles des enfants victimes de violences sexuelles. Parce que c'est pas en formation initiale. On n'en parle pas en formation initiale des violences sexuelles. Donc ça nécessiterait déjà à la base tout professionnel travaillant auprès d'enfants qui soit formé à repérer les troubles, qui soit formé à parler à un enfant, à mettre des mots sans induire des paroles, sans induire des choses. Ça, c'est toutes les professions. Mais c'est une décision d'État de vouloir qu'on parle et on nomme et on forme à ces situations-là. Et qu'après, au bout de la chaîne, pour les expertises, il y ait des professionnels qui soient en effet spécialisés. Le psychotrauma des parents, j'en ai parlé, c'est indispensable de le prendre en charge. Bien évidemment, ça n'est pas le cas, mais ça nécessiterait peut-être d'avoir des centres sources, des centres références pour ces situations-là. Vous avez tout à fait raison, ça devrait être une priorité. Ça ne l'est pas actuellement. Alors, personnellement, je suis tout à fait favorable aux enregistrements audiovisuels des expertises. Ça nous éviterait d'avoir toutes ces expertises tendancieuses, ces expertises où les enfants sont très suggestibles, voire même des enfants qui ont rapporté qu'on leur avait crié dessus et qu'on leur avait demandé absolument d'avouer le contraire de ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, ça éviterait un certain nombre d'écueils. Donc, moi, je suis vraiment favorable à ça. Et ensuite, voilà, permettre... Alors, quel professionnel former, ça c'est une question intéressante. Parce que je pense que tout professionnel ne peut pas être formé à prendre en charge des enfants victimes de violences sexuelles. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement traumatisant, de recevoir des enfants victimes de violences sexuelles. Moi, j'avoue que mes premières années, elles ont été très difficiles, avant que je développe des armes pour supporter ça. Donc, je crois que tout le monde ne peut pas s'occuper de ça. Il faut vraiment des gens qui soient en capacité de recevoir ces paroles-là, parce que sinon, forcément, c'est le déni qui va s'installer pour se protéger de ces souffrances.
Donc des personnes, oui, volontaires et suffisamment armées et qui pourront bénéficier aussi de lieux où elles vont pouvoir en parler pour traiter si elles-mêmes elles ont des traumatismes, parce que c'est vraiment pas évident. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec la collègue Marine Hamlet et ensuite Arnaud Bonnet se prépare. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames. Merci également pour vos interventions. Moi, j'aurais une question particulièrement à Madame Romano. Tout à l'heure, Madame Romano, vous avez dit, aujourd'hui, on protège la famille, mais on ne protège pas l'enfant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce propos? Est-ce que ça signifie qu'il faut extraire l'enfant de sa famille? Est-ce que justement la famille n'a pas un rôle à jouer, puisque bon, a priori tous les membres de la famille ne sont pas maltraitants, j'imagine. Et puis aussi on a un système aujourd'hui de placement qui n'est pas parfait et qui parfois conduit à d'autres abus dans les familles dans lesquelles les enfants sont placés. Voilà, donc j'aurais aimé que vous puissiez nous aider sur ce que vous entendez par on privilégie la famille par rapport à l'enfant. Merci. Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que les logiques en protection de l'enfant sont la priorité, c'est la coparentalité. La priorité, c'est la famille. Et ça n'est pas l'enfant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le parent protecteur, il est fondamental pour l'enfant. Il faut savoir que dans les situations d'inceste, majoritairement, les enfants ne sont pas entendus, pas protégés. Quand ils grandissent, il n'y a plus de famille, parce que vous êtes celui qui rappelle en permanence les violences sexuelles et la transgression, donc c'est pas entendable. Donc bien sûr que l'enfant, c'est fondamental, une famille. Mais quand il y a eu un crime filial qui a été commis, il y a peut-être d'autres priorités, d'autres ressources. Il faudrait, et dans le cadre des ordonnances de protection de l'enfance ou ordonnances de protection de sûreté, il faudrait impérativement que le juge des enfants ne soit pas forcément prioritairement sollicité, parce que le juge des enfants, quand il est sollicité, il va placer en foyer, ou va placer chez l'auteur. On le voit actuellement, c'est pas du tout la bonne dynamique. Il s'agit, parce qu'il est sur sa logique de protection de, l'enfant, il dénonce l'inceste, c'est pas entendable, pas supportable, donc on va le faire taire quelque part. C'est quand même un peu ça, je l'ai présenté dans mon propos introductif. Il faudrait que le procureur puisse saisir directement le juge aux affaires familiales pour qu'il y ait une garde exclusive, ne serait-ce que le temps de l'enquête, auprès du parent protecteur. Il ne s'agit pas d'invalider la famille. Je dis simplement que dans les mesures mises en place actuellement, elles sont pensées avant tout pour la famille, avant l'enfant. Et je pense qu'il faut mettre l'enfant en premier, après la famille. Les visites médiatisées, le forçage de liens, c'est un exemple caricatural, mais on le voit bien. Le droit du père ou de la mère aux visites, le droit de l'enfant, tout le monde s'assoit dessus. Les enfants, ils sont contraints d'y aller avec tous les troubles post-traumatiques qu'il y a de réactivation permanente. Donc il s'agit de prioriser l'enfant. Il y a tout un travail à faire qui est remarquablement fait par beaucoup de professionnels sur la famille en général, mais de renforcer le parent protecteur. Les enfants qu'on place, alors qu'ils ont parlé, qu'ils ont dénoncé, ou le parent protecteur a essayé de protéger son enfant, l'enfant il est placé. Mais ça vous anéantit des enfants. Ça vous sacrifie des enfants. Donc il faut arrêter avec ce désastre, c'est vraiment un génocide organisé actuellement par le système. Il faut arrêter, et arrêter, ça priorise l'enfant, et inévitablement l'enfant victime, le parent protecteur. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée, j'aime pas faire ça, mais je suis obligée d'être la gardienne du temps. Alors on va passer à la question d'Arnaud Bonnet. Et ensuite, Madame Bonivard. Ce que je propose, parce que là, du coup, le temps est encore plus contraint, c'est que vous posiez vos questions, Émilie, juste après Arnaud, et puis ensuite vous ferez une réponse commune. Restera ensuite Perrine Goulet et la collègue Héroin Léotet. D'accord ? Allez-y. Merci Madame la Présidente et merci Mesdames pour vos témoignages. Je vais essayer d'être efficace. J'espère, j'ai confiance dans le fait que nous saisissions de votre témoignage sur l'ordre des médecins pour agir sans aucune complaisance dans le rapport que nous allons faire et dans les recommandations que nous allons faire. Il y a certains archaïsmes. Alors oui, il y a le serment d'Hippocrate. Je me permets, je vais essayer de le faire vite. Quelques petits extraits. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.
Et enfin, un archaïsme, reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers. Non. Il y a des secrets que l'on dévoile. Donc il y a des archaïsmes à dépasser, même si le début du texte est très important. De base, je ne pensais pas faire cette intervention, mais je pense que là-dessus, il faut qu'on travaille. Sur les questions, vous décrivez, et là c'était pour Madame Romano, docteur, vous décrivez deux types de réactions immédiates, le stress dépassé, le stress adapté. Est-ce qu'il y a des conditions pour lesquelles on peut éviter que les enfants victimes aient une réaction de stress dépassée, ou est-ce que c'est systématique? Et pardon, du coup, avec les médecins, j'ai un peu... et oui, bien sûr, et en lien avec ça aussi, que pensez-vous du coup de l'imprescriptibilité sur les crimes et délits sexuels sur les faits sur les mineurs, pardon. Merci, la collègue Bonivard. Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur la parole comme finalement seul élément de probité dans le cadre de ces affaires d'inceste. Vous l'avez dit, donc le SVA, c'est ça, c'est une méthode objectivable qui pourrait permettre, en tout cas c'est ce que j'ai compris, d'ériger le témoignage de l'enfant à l'échelle de preuve. Ce qui pourrait être assez révolutionnaire, puisqu'on est toujours dans l'impasse du parole contre parole. Donc, sur cette méthode SVA, pourquoi aujourd'hui elle n'est pas utilisée? Alors, est-ce que c'est à cause d'Outreau ou est-ce qu'il n'y a pas une unanimité des professionnels? Quel est l'avis de la communauté judiciaire et médicale sur cette méthode? Voilà, puisque c'est vrai que, comme vous disiez, ça nous apporte un élément tangible pour pouvoir juger avec une formation de évidemment tous les professionnels peut-être pas à cette méthode comme vous l'avez dit, mais en tout cas une sensibilisation. Et après, j'ai une question sur le risque inverse avec cette méthode de SVA, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'aurait pas réussi le test, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Merci. C'est sur le SVA, on peut ne pas faire dans l'ordre, ok. Donc je vais commencer sur le SVA. Alors oui, c'est une méthode qui peut effectivement permettre de servir de preuve par rapport à la parole de l'enfant, elle est très utilisée en Suisse. Moi, j'ai été formée en Suisse à cette méthode. Quand j'étais allée à la formation, il y avait une magistrate, j'en parle dans mon livre, il faudrait que je retrouve, mais qui donnait en fait les résultats. Elle avait fait une petite étude qui permettait de comprendre qu'en fait, beaucoup de magistrats, à partir du moment où cette méthode avait pu être utilisée assez fréquemment, s'appuyaient dans leurs décisions. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était à 70%, vérifier les chiffres. Ça pouvait s'appuyer sur cette méthode quand elle avait été positive pour juger l'auteur. Donc, c'était vraiment très intéressant. C'est un outil très intéressant pour les magistrats. Donc, c'est un ensemble de critères. C'est une expertise qui se fait à peu près entre 3 et 6 heures, sans voir l'enfant, uniquement sur le film du NICHT, pendant l'audition des enfants par la police. Et surtout, donc il y a un certain nombre de critères. Il y a 19 critères pour être jugé valide, c'est-à-dire une déclaration valide va être jugée valide à partir du moment où on va pouvoir coter 7 critères positifs, à partir de 7. En dessous de 7, on ne peut pas conclure. Soit c'est parce que l'enfant est trop petit ou trop traumatisé, il n'a pas pu parler, donc ce n'est pas assez informatif pour juger, mais on peut pas dire que la déclaration est fausse. C'est pas le but de cette méthode, mais déjà quand les enfants parlent, on peut arriver à les évaluer correctement et à évaluer correctement leurs paroles, c'est déjà énorme et ça peut vraiment être un outil probant pour les magistrats, oui. Je ferai un lien sur ce que vient de dire le docteur Isa. Un outil, ça reste qu'un outil. Moi, je travaille beaucoup avec des enfants en préverbal. Le SVA, ça marche pas. Ils parlent pas. Donc, ça reste un outil. On peut pas réduire l'enfant à un outil. Mais ce qui vous est transmis, c'est qu'il faut
un protocole d'évaluation. Il faut pouvoir repérer, moi je travaille beaucoup sur les troubles psychotraumatiques, en effet, repérer les troubles de l'enfant au moment avant qu'il ait parlé, au moment où il parle, depuis qu'il a parlé. Et certaines fois, on a des enfants qui vont s'effondrer totalement, qui vont être en hyper-adaptation parce qu'ils savent que ça ne sert plus à rien de manifester quand ils sont remis chez le parent auteur. Il faut avoir une très bonne finesse clinique de l'évaluation, pour les tout-petits en particulier. Et après, il faut des protocoles d'entretien, il faut des protocoles d'expertise. Dans les prises en charge psychothérapeutiques, bien sûr, il faut des professionnels formés, mais quand je disais il faut former les professionnels, c'est au repérage des troubles. Et tout professionnel, éducation nationale et travailleurs sociaux, bien évidemment. Sur la question donc des troubles, on vous propose de vous transmettre aussi des écrits, parce que là, je ne vais pas avoir le temps, mais très rapidement sur l'imprescriptibilité. L'inceste, c'est un crime qui vous détruit. Moi, il y a une expression qui est utilisée maintenant par d'autres que j'avais publiée il y a plus de 20 ans. C'est comme une bombe à fragmentation dans la vie d'un enfant. À tout moment, ça peut ressurgir. Ça se répare pas. Faut vivre avec. On essaie de faire ce qu'on peut. Des fois, c'est compliqué. Mais c'est un crime contre l'humanité d'un enfant. C'est un crime filial. C'est un crime identitaire. C'est un crime contre l'humanité. Vous avez ma réponse pour l'imprescriptibilité. Je vous remercie. Nous allons. Oui, juste le stress. Allez-y. Excusez-moi. Concernant le stress dépassé, la plupart des enfants qui se mettent à révéler des violences familiales ou des incestes sont souvent déjà en état de stress, quasiment tout le temps en état de stress post-traumatique. Par contre, quand ils ne sont pas crus par les institutions, là, on atteint des niveaux de stress inimaginables. J'ai des enfants qui se sont mis à avoir des hallucinations, non pas parce qu'ils avaient révélé, mais parce qu'ils n'étaient pas crus par les institutions. Donc, et quand ils ont commencé à comprendre qu'on n'allait pas les protéger, qu'on allait les remettre chez le parent qu'ils avaient dénoncé, là, par contre, on atteint vraiment des niveaux de stress totalement dépassés et très, très inquiétants. Voilà, je voulais juste rajouter ça. C'est important pour nous de l'avoir entendu aussi, parce que on a besoin de se rendre compte à quel point il y a un traumatisme chez l'enfant en question, chez le parent protecteur, la mère la plupart du temps bien évidemment, pour qu'on ne reste pas sur des qualificatifs de femme hystérique, femme folle, etc. Oui, je vous en prie, allez-y, docteur Romano. Juste une petite minute. Dans le cadre de mes prises en charge en tant que psychothérapeute, quand j'ai des enfants qui sont dans ces situations-là, il faut avoir notion qu'ils parlent en moyenne, avant de voir l'expert, une vingtaine de fois. Ils sont entendus une vingtaine de fois. Ils doivent réexpliquer, répéter. Et à chaque fois, c'est des réactivations du trauma. Donc, il faut aussi... Alors, on avait les auditions filmées pour éviter la répétition. C'est pas vrai. On faudrait les évaluer, les auditions filmées, maintenant, avec tous les enfants qui sont filmés pendant qu'ils sont agressés. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'enfant, il répète. Il est contraint de répéter. À chaque répétition, c'est une réactivation du trauma. Donc, c'est comme quelqu'un qui est brûlé. Et en permanence, vous appuyez sur la brûlure. C'est impossible de cicatriser. C'est extrêmement compliqué. Ils peuvent décompenser complètement, ils peuvent avoir des troubles d'hyperadaptation, mais ce qu'on essaie de vous transmettre tous les deux, c'est que le système, quand il ne les protège pas, va de façon dramatique aggraver les troubles. C'est une surviolence qui est faite à ces enfants-là. Un enfant qui va révéler, par exemple, les 20 fois, ça va être la maîtresse à qui ils ont parlé, la directrice de l'école, la psychologue de l'école, des fois il y a un psychothérapeute, ça va être un enquêteur, un premier enquêteur, un deuxième enquêteur dans le cas d'une niche, ça va être le professionnel de l'UAPED, l'infirmière d'accueil, le médecin de l'UAPED, et le magistrat, l'éducateur qui s'occupe de l'AEMO, l'éducateur qui s'occupe de la MIJ, etc., etc. Ça va vite, hein. Non, chers collègues, il y a des collègues qui attendent pour des interventions. On va passer à celle de Perrine Goulet, ensuite la collègue Hérouin Léotet, et puis après, si vous voulez, je vais vous donner la parole juste après Béatrice Rouleau. D'accord ? Merci Madame la Présidente. Juste, l'ordonnance de protection a été votée dans cette Assemblée dans les modalités qui vous conviennent. Visiblement, j'appelle bien entendu le Sénat à les reprendre. Sur mes questions, vous avez parlé d'une tolérance sociétale à l'inceste. Vous avez parlé qu'il fallait former les plus jeunes, effectivement, et c'est tout le but, notamment des enseignements à la vie affective relationnelle dès la maternelle. Mais
pourquoi on a une telle tolérance sociétale à l'inceste et comment on peut agir sans attendre que la génération qu'on pourrait former aujourd'hui devienne adulte demain. Et pourquoi on a une telle tolérance sociétale. C'est peut-être aussi là qu'il faut aller chercher pour pouvoir mieux lutter. Et après, c'est à la chercheuse que je vais m'adresser. Vous avez fait des travaux notamment sur l'inceste entre frères et sœurs et tout ce qui est la parentalité des femmes victimes d'inceste. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, même si ça va être court, mais parce que je pense aussi important que notre commission puisse regarder les effets à long terme sur la parentalité, sur les dynamiques frères-sœurs, parce que j'ai du mal à me dire qu'un frère agresse sa sœur si lui-même n'a pas été agressé à un moment ou à un autre. Enfin, voilà. Après je pense que c'est pas exactement la thématique, comme on n'a pas beaucoup de temps. C'est l'impact de la parentalité qui ensuite se décline sur la future parentalité d'un enfant victime de violence et sur les dynamiques familiales. J'entends parfaitement, mais comme c'est pas le sujet direct, peut-être que vous pouvez faire des contributions, par exemple, sur ce sujet-là, parce que c'est sûr que c'est important de pouvoir comprendre les mécanismes, de pouvoir entendre comment ça fonctionne au-delà du rapport incestueux avec le parent. Mais voilà, s'il y a une autre question peut-être plus centrée sur la commission Perrine. Ouais. Je suis désolée, Madame la Présidente, c'est pas pour vous contredire, mais à un moment, cette commission est sur l'inceste parental. Si on n'évoque pas ce que vont devenir ces enfants incestés en tant que parents demain, je trouve ça dommage et je pense qu'on passe à côté. Non, mais ça, je comprends parfaitement. Mais ça, j'entends parfaitement. Ça, je suis d'accord. Mais les frères et sœurs, c'était pas le sujet direct. Donc, si vous pouvez répondre éventuellement sur le devenir de ces enfants plus tard dans leur vie d'adulte, de parents potentiellement, etc., ou de refus de devenir parents d'ailleurs, je vous accorde quelques minutes, bien évidemment. Simplement, juste retenez la question, puisque nous allons prendre aussi maintenant les questions de la collègue Héroïne Leoté. Merci. Moi, je vais essayer d'être rapide. D'abord, merci pour la puissance et l'authenticité de vos témoignages qui disent tout le combat qu'on a à mener contre cette reproduction inéluctable aujourd'hui. J'ai déposé en novembre dernier une proposition de loi pour créer un crime d'inceste à part entière. Parce qu'aujourd'hui, dans le code pénal, l'inceste, j'ai envie de dire, n'est qu'une une circonstance aggravante d'un viol ou d'une agression sexuelle. Quand je relis à l'aune des auditions, et particulièrement la vôtre et celle du juge Durand hier, la manière dont j'ai défini ce crime d'inceste, dont je partage avec vous l'intime conviction que c'est un crime contre l'humanité, je me dis que je suis passée à côté de la rédaction, de la définition de ce qu'est l'inceste, puisque j'ai repris les éléments de violence, contrainte, menace, surprise, et qu'on est à côté du sujet. Je crois, quand on parle de cet inceste, qui a toute chance d'arriver dans un environnement extrêmement coercitif, dans une relation de domination, dans ce qui se joue au niveau de l'identité, de la filiation dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que pourrait être une définition juridique de ce qu'est l'inceste? Ça peut faire l'objet d'une contribution écrite a posteriori, mais je tenais à vous poser cette question. Merci bien. Je vous laisse répondre à cet ensemble de questions des 2 collègues, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est vrai qu'il va faire court. L'inceste, c'est structurel. Et Dorothée Ducy, elle l'explique très très bien dans ses différents ouvrages, entre autres le berceau des dominations. C'est ce qui va structurer à un certain moment la société. Et le fait de le dénoncer, ça vient mettre à mal ce qui participe aussi à faire que ça puisse exister. Donc il faut vraiment réfléchir sur beaucoup de fondements. On n'aura pas le temps là, mais dans les contributions, on pourra en parler. Je rejoins toute l'importance de votre propos concernant les autres situations de violence sexuelle au sein des familles, en précisant d'emblée que tous les enfants victimes d'inceste ne sont pas des agresseurs sexuels au sein des fratries, bien heureusement, et ne deviennent pas des parents agresseurs sexuels. Encore une fois, bien heureusement, on n'a pas parlé des profils des pères incestueux ou des mères incestueuses. Bon, on le fera dans notre contribution, s'il y a des psychopathologies extrêmement variables. Mais porter attention, croire l'enfant, le protéger. Même si on ne le croit pas forcément parce qu'on a du mal à y croire, au moins on le protège, qu'il puisse entendre qu'il a été protégé. Ça participera à éviter que cet enfant, en grandissant, ait des conduites suicidaires, se suicide, etc. Docteur, quand vous dites, même si on ne le croit pas, il faut le protéger. Oui. Comment est-ce qu'on peut protéger quand on ne croit pas, en fait? Eh bien, ça devrait être possible. C'est-à-dire, oui, ça peut paraître paradoxal, c'est-à-dire...
C'est vraiment un enjeu de modification des textes, de modification de la représentation des choses. On peut dire à un enfant, écoute, c'est pas forcément, on devrait pas être dans la croyance en termes idéologiques. Je comprends. Comprendre l'enfant, c'est pas le croire. Et je pense qu'on devrait davantage être sur la question de, on comprend l'enfant. Parce que croire, bon, je crois pas. J'ai du mal à comprendre. C'est pas très clair. Encore une fois, elle est tout petit, c'est pas très clair toujours. Mais même si c'est pas clair, je te protège. Papa, bobo, zézette, on protège. Même si on ne comprend pas. C'est une nuance qui peut paraître ténue, mais qui, pour moi, fait toute la protection de l'enfant. Merci beaucoup. On va continuer avec Béatrice Rouleau, ensuite Julie Ozen. Voilà, comme ça vous pourrez... Non, c'est bon. Allez, Béatrice Rouleau. Merci, mesdames, car vous mettez en lumière ce qui paraît impensable et qui existe pourtant. Il fallait que ces exemples soient donnés. La coparentalité est souhaitable, sauf lorsque l'un des parents a exercé des violences sur l'enfant. Aussi, je vous remercie, mesdames, d'appuyer sur ce tabou. Et je voudrais vous donner mon exemple d'ancienne avocate où je briefais mes clientes pour leur dire, dites toujours que oui, quand il ira mieux, il pourra revoir les enfants. Je vous donne l'exemple d'une de mes clientes qui a été menacée devant ses enfants de 3 ans qui se sont cachés derrière le canapé avec une hache. Et ma cliente a répondu à la question du juge qui lui disait, bon, pour l'instant, on va peut-être, mais plus tard, quand il ira mieux, est-ce que vous... Et ma cliente a fort bien répondu parce qu'elle avait été briefée. Oui, bien sûr. Moi, je ne veux pas du tout rompre ce lien de la coparentalité. Merci à vous, madame, d'avoir raconté votre propre expérience qui permettra à ceux qui nous écoutent de se rendre compte du nombre hallucinant de classements sans suite. Sur les mesures, je vais vite. Sur les mesures, pensez-vous que les mesures suivantes seraient utiles? Double expertise. Plainte en ligne que je réclamais au début de mon mandat. Suppression d'aménagement de peine ou de sursis en cas de violence sexuelle. Et j'arrête. Il reste 20 secondes. Ah, il reste 3 secondes. C'était sur la suppression, mais là, il faut que je fasse des recherches, du délit de non-présentation, parce que je crois qu'il a évolué et que maintenant, dans certains cas, non. Alors, s'il n'a pas évolué, est-ce que vous pensez que ça serait vraiment primordial, le délit de la suppression du délit de non-présentation en cas de suspicion de violence? Merci beaucoup. Merci de vos réponses, mesdames. Très rapide, je laisserai au docteur Isa. Être expertisé, c'est extrêmement éprouvant. C'est psychiquement éprouvant. C'est physiquement éprouvant. C'est très compliqué. Je ne suis pas favorable à la double expertise, mais si déjà la première est réalisée par quelqu'un qui connaît le sujet, ça évitera déjà un certain nombre de fautes, d'erreurs dans la prise en charge de l'enfant. Si elle est adaptée, on ne fait pas une expertise d'enfant de 3 ans à 4 heures de l'après-midi, c'est l'heure de la sieste, ou pendant le midi. Si on enregistre, je suis très favorable à l'enregistrement, ça sera très important. Par contre, je suis très favorable, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et le docteur Isa également, au fait qu'il y ait des collèges d'experts. Il y a une expertise qui est réalisée et après, il y a un collège qui analyse le travail de l'expert. Et on pense à plusieurs. Ces situations sont indicibles. Il y a des effets de contamination aussi sur les professionnels. Il ne faut pas rester seul. Donc, une expertise pour l'enfant réalisée correctement par un professionnel formé qui sait ce que c'est qu'un enfant abusé et d'avoir après un collège d'experts pour éventuellement utiliser le SVA ou d'autres méthodologies. Ça me paraît absolument indispensable. Et dans nos contributions, en effet, la loi, il y a plein de choses à revoir. Alors oui, c'est ce que je voulais dire. Je crois que, alors pas pour toutes les situations, je pense qu'il y a quand même des situations qui arrivent à être traitées, à peu près correctement, mais pour toutes les situations complexes, très complexes, ou pour lesquelles on n'a pas entendu suffisamment, les enfants on les a pas crus, ils continuent de se plaindre, ça continue à être problématique. On avait proposé il y a quelques années avec le docteur Maurice Berger, effectivement, la création d'un collège d'experts qui puisse reprendre toutes ces situations actuellement en cours ou anciennes pour essayer de voir un peu plus clairement ce qui se passe et de protéger ces enfants qui sont toujours pas protégés. Moi, j'ai plein de patients dont les enfants ne sont pas protégés, qui sont victimes de violences, d'agressions sexuelles, ou qui sont placés en foyer, ou qui sont repartis chez les pères ou parfois les mères. Donc, toutes ces situations-là, elles existent, elles sont toujours là. Ces enfants ne sont pas protégés. Et un collège permettrait peut-être d'y voir plus clair, oui.
Bien, merci beaucoup, mesdames. Je vous donne une petite précision, même si je ne doute pas que vous allez y travailler très rapidement à ces contributions écrites. Il faudrait idéalement nous les envoyer avant le 22 mai. Puisque ce sera la date très probablement de clôture des auditions pour que le travail de rédaction puisse commencer. Donc voilà, je voulais vous donner cette précision-là et peut-être dans vos contributions répondre à mes questions, parce que je cherche toujours à donner la parole à tous mes collègues et je me prive un peu de parler. Moi, j'aurais voulu savoir comment évoluent les relations des enfants avec leurs parents non protecteurs, donc plus tard, mais aussi avec le parent qui aurait voulu protéger mais qui a été empêché en fait. Puisque je pense là en particulier à ces mères trop nombreuses qui finissent par ne plus voir les enfants quand l'enfant est remis aux parents agresseurs potentiellement. Voilà, j'ai cette question sur la relation, le lien que finalement ces enfants maintiendront ou pas avec le parent soit non protecteur, soit empêché. Voilà. Merci infiniment pour vos témoignages, pour vos propos qui nous ont éclairés cet après-midi. On va donc terminer cette audition et nous reprendrons d'ici 5 minutes, on va dire une petite pause de 5 minutes, avec l'audition du syndicat de la magistrature. Merci.